On a cette sensation qu'on fait rien parce que déjà, en fait, on est soumis socialement et économiquement parlant à une société qui est une société de consommation, qui est extrêmement matérialiste, dans laquelle ce qui prime, ça va être la production. Donc il faut produire. Donc, tu vas produire un post Instagram comme on va produire une voiture ou un vêtement ou je ne sais quoi. Et du coup, on est soumis à ça et ce qui va faire notre valeur, c'est ce qu'on possède. Donc forcément, quand on s'occupe d'un être, quand on est vraiment dans ce domaine de la présence, dans ce domaine, tu vois, moi je dis que c'est quasiment quelque chose de sacré en fait. Hey hey! Allez, si vous écoutez La Matrescence, c'est que vous êtes prêt ou prête à entrer dans le monde de la parentalité ou bien que vous êtes déjà dans le cœur de ce tumulte bouillonnant, merveilleux, mais éreintant. La matrescence, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère sur le plan psychologique, physiologique, neurologique et sociétal. On explore le changement d'identité qui s'opère chez nous les parents, parce que la matrescence, ça existe aussi. Je m'appelle Clémentine Sarlat et avant de devenir chef d'entreprise presque par accident et podcasteuse à presque plein temps, j'ai été pendant 7 ans journaliste sport à la télé. Donc vous m'avez peut-être déjà aperçu dans votre télé quand je parlais de rugby ou de tennis. En juillet 2018, j'ai quitté mon CDI et ma vie parisienne après l'arrivée de ma première fille en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. En mars 2019, j'ai créé ce podcast depuis chez moi à côté de Bordeaux pour trouver des réponses à mes questions de jeune maman et aux bouleversements majeurs que je venais de vivre. 3 enfants rapprochés plus tard, ce podcast La Matrescence se développe pour vous accompagner, vous faire rire, vous faire pleurer un peu, mais surtout pour vous faire découvrir de nouveaux horizons en tant que parent. Rien n'est laissé de côté, je vous le promets. Embarquez avec moi pour une expérience intense. Promis, vous en ressortirez différent et j'espère plus aligné avec vous-même. Ah si, dernière chose, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, c'est le meilleur moyen de donner de la visibilité à ce podcast. 1000 merci, let's go. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir la sensation de n'avoir rien fait de la journée, et je mets des guillemets pour le rien, parce que vous étiez occupé à élever, prendre soin et dorloter votre bébé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser que le monde tournait sans vous pendant que vous preniez le temps d'être présente pour votre enfant? Si oui, alors vous n'êtes pas seul. Comme des millions de parents, l'arrivée d'un bébé bouscule notre perception du temps et de notre contribution à ce monde. En 2019, Céline Chadelas sortait son premier livre, Le Mois d'Or, un livre dédié au premier mois après l'arrivée d'un bébé. Déjà, elle nous y expliquait les bénéfices du temps long pour cette période si sensible. 5 ans plus tard, Céline revient avec un nouvel opus centré sur les incroyables pouvoirs de la parentalité. Parce que oui, en tant que parent, vous avez le pouvoir de changer le futur de la société. Céline dépeint avec habileté la société d'aujourd'hui où se mêlent individualisme, consumérisme et rendement, à l'opposé des préoccupations des parents et des besoins des enfants. Pour changer cette vision de la rentabilité de la parentalité et surtout pour redonner du pouvoir aux parents, Céline propose des pistes percutantes dans cet épisode. Prête et prêt à reprendre votre cap pour vous nourrir de confiance et d'apaisement, c'est parti. Salut Céline. Salut Clémentine. Je suis trop contente de te recevoir chez moi. Oui. Parce qu'il y a 4 ans, on s'est vus en vrai, mais on avait été à Nice chez un ami à moi, parce que tu habitais pas très loin. Et donc là, c'est trop cool que tu aies fait le voyage. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à Bordeaux sous ce temps magnifique. Non, c'est faux, il pleut. C'est ça. Alors, on est là pour parler de ton troisième, mais c'est vrai que le deuxième était relié au Mois d'Or. Donc là, on va pas parler du Mois d'Or. Je vous encourage à écouter l'épisode sur le Mois d'Or, ou en tout cas à lire le livre si vous attendez un enfant, parce que c'est indispensable, je trouve, quand on est futur parent. Mais là, on va parler des incroyables pouvoirs de la parentalité. Parce que maintenant, il y a aussi beaucoup de gens qui écoutent, qui ont déjà eu des enfants, qui commencent à bien mettre un pied dans cet univers impitoyable, dont on ne sort pas indemne, Oui. mais qui nous donne des super pouvoirs. Alors déjà, la première question que j'ai pour toi, c'est tu parles beaucoup dans cet ouvrage et tu le définis longuement du care. Comment est-ce que tu vois le care dans la parentalité? Ça veut dire quoi pour toi?
Alors, il y a la définition théorique du care et il y a ma définition. Le care, c'est un système pour maintenir des soins envers une personne. Donc c'est un mot qui est anglais, qui signifie maintenir, prendre soin. Et il y a toute une théorie qui a été développée autour du care sur justement les personnes vulnérables, les situations de vulnérabilité au cours de la vie, de l'existence, et qui sont les travailleurs du care, qui sont les personnes qui prennent soin, et en quoi, en fait, on se rend compte qu'elles maintiennent la santé mentale de l'humanité grâce aux soins qu'elles prodiguent. Et donc, en quoi elles sont importantes. Et en fait, le care, aujourd'hui, eh bien, ce sont tous les travailleurs du soin, donc les soignants, par exemple, tous ceux qui travaillent dans l'humain, et aussi les parents. Parce que être parent, c'est être un travailleur du care, c'est-à-dire qu'on est à la fois, on va prodiguer des soins qui sont techniques, matériels, préparer un repas, par exemple, mais aussi on va apporter un soin qui est plus invisible, plus discret, qui est l'attention donnée et la présence, en fait. Et ça, c'est une dimension hyper importante. Donc, on va développer, lorsqu'on travaille dans le care, on développe à la fois des compétences techniques, mais aussi des compétences émotionnelles. Tu dirais aussi que, j'imagine, les travailleurs de la petite enfance sont éminemment dans le care. Évidemment. Les professeurs. Les professeurs aussi, ouais. Tous les gens qui touchent à l'humain. Exact. Ont besoin de développer des compétences qu'on ne leur enseigne pas en plus souvent dans leur formation. Oui, c'est vrai. Mais souvent qui ont la fibre aussi, qui ont une fibre plus humaine pour prendre soin de l'autre. Le care dans la petite enfance, c'est primordial et pourtant on n'a pas vraiment l'espace pour le faire, ou en tout cas avec un temps de congé maternité parentale aussi court. Est-ce que c'est un moment où on peut développer ces compétences-là, ou est-ce qu'il y a une notion d'apprentissage sur le long terme, selon toi ? Les deux. Le temps de la petite enfance est une fenêtre très particulière, très sensible, dans laquelle la mère et le père peuvent vivre des moments de grande fragilité, de grande sensibilité, tout autant que le petit, l'enfant, qui lui se développe à une vitesse fulgurante, mais qui le rend aussi très poreux et très sensible justement aux soins qu'il va recevoir, et aux compétences et aux comportements que vont avoir les adultes en fait autour de lui. Donc, c'est vraiment une fenêtre où on peut développer des compétences très importantes, même si à partir du moment où vous allez prendre soin d'être plus vulnérable que vous n'avez pas d'enfant, et bien évidemment que quand on prend soin d'une personne âgée, par exemple, et ben on développe ses compétences à l'égard de la vulnérabilité, qui est une altérité aussi. Donc, en fait, en étant dans cette altérité, on va apprendre à comprendre l'autre, à essayer on va s'intéresser à ses émotions, à ses sentiments, à ses états mentaux. Et donc, on va justement développer ses compétences en termes d'empathie, en termes d'émotion, enfin de compréhension de l'émotion, etc. Après, c'est une fenêtre qui n'est pas vraiment vue ni considérée encore aujourd'hui à sa juste valeur, parce que les études en santé prennent en considération ce qui est quantifiable, donc ce qui se voit, ce qui est prouvé. Et c'est pour ça que tout un pan en fait de nos vies de femmes, de nos vies des vies des jeunes enfants, ne sont pas vues et sont invisibilisées parce qu'elles ne sont pas visibles. Enfin, elles ne sont pas prouvables. En fait. Il y a une notion aussi très importante. Donc, tu parles beaucoup de ce care tout au long du livre. Tu parles plus d'ailleurs tu parles pas vraiment de parents, tu parles de caregiver. Ça peut englober les figures d'attachement. Parce que c'est comme ça qu'on devrait se définir finalement notre don pour prendre soin des autres. Mais tu le relis à une notion très importante qui est le temps. Et il y a une définition du temps qui est différente dans cette période-là de la vie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Bien sûr. Quand on s'occupe d'un petit enfant, le petit enfant, il évolue à un rythme naturel qu'on appelle soit le temps horticole ou le temps organique. C'est le temps de la nature en fait. Et ce temps, pour nous parents, il peut être assez déstabilisant parce que on est soumis à un autre temps, qui est un temps industriel, qui est né avec l'industrialisation au 19e siècle, où le temps va devenir une cadence, et où chaque heure compte, où on compte même la moindre seconde, même la moindre nanoseconde. Et donc, parce que ce temps, on estime que c'est un moyen de production, et qu'on va être justement dans le faire, et on est vraiment plus dans le temps du faire, alors que les enfants, qui ont des nuits entrecoupées,
Je ne t'apprends rien. Qui sont vraiment qui sont dans un autre rythme, donc qui sont dans le rythme beaucoup plus de la nature, dans leur rythme de mammifères aussi. Et ben justement, eux sont dans ce rythme-là, et donc ça va provoquer cet écart en fait entre eux et nous. Et eux vont nous appeler, justement, nous dire, prends le temps, en fait, prends le temps de me regarder, prends le temps de m'écouter, de discerner ce dont j'ai besoin. Et en fait, ils sont assoiffés de ça, les enfants, de notre temps à nous. Donc parfois, ça peut même être extrêmement un peu étouffant, tu vois, mais eux raisonnent avec ce temps-là, et en fait, ils ont cure complètement du temps industriel, cadencé, dans lequel nous, on vit, on travaille, et évolue notre société. Donc là, il y a deux notions qui s'entrechoquent finalement. Ouais. Entre le temps long dont ont besoin les enfants, dont nous aurions besoin en tant que parents pour prendre nos marques aussi, ouais. Et ce qu'on attend de nous dans la société. Ouais, tout à fait. D'autant plus que nous, on est dans un temps qui est linéaire. Donc on est dans un temps avec des objectifs, c'est-à-dire qu'il faut qu'on avance en ligne droite. Les enfants, eux, ils avancent par cycle. Tu l'auras remarqué, hein, il y a des caps dans l'évolution de l'enfant, des périodes sensibles, des stades de développement qui l'amènent peu à peu vers une relative autonomie. Mais en fait, il y a vraiment des caps et des stades. Et si on comprend pas ça, si on comprend pas cette notion de cycle, de saison, en fait, c'est compliqué. Et on a du mal parce que aujourd'hui, un enfant qui naît, c'est un enfant qui rentre dans le cadre, dans la norme. Il va très vite rejoindre un lieu de garde. Nous, on retrouve très vite notre travail, etc. Et en fait, je pense qu'on gagnerait vraiment à essayer de comprendre ce temps comme des cycles plutôt que comme un temps linéaire où finalement, dans cette course, on est toujours un peu perdante, enfin surtout nous les femmes, et que ces codes en fait ne nous ressemblent pas. C'est pas nos codes. Et d'ailleurs, je pense que si beaucoup d'hommes étaient plus proches de la réalité du care, ils s'en rendraient compte aussi, et que la vie, c'est justement des phases et des cycles. Et en tout cas, les enfants sont vraiment dans ce temps cyclique. Oui, je disais, ça s'entrechoque entre le care. Et pour mettre en place du care, il faut du temps. Et les soignants et les soignantes, ils le dénoncent d'ailleurs, ouais. Que c'est plus possible le système de rentabilité où ils peuvent pas prendre le soin et le soin correct d'un ou d'une patiente. Et donc cette notion du temps qui va toujours plus vite dans notre monde. Est-ce que c'est amplifié, ça s'est amplifié ces dernières années, cette distorsion du temps à cause des réseaux sociaux? Ouais, je pense. Tout à fait. On en parlait tout à l'heure, hein, mais le fait d'être toujours le nez sur notre téléphone avec des flux d'informations, on a l'impression que le temps s'accélère, on a l'impression que le temps des crises s'accélère, on se sent quand même assez sidéré aussi par l'actualité, et on a l'impression de ne pas pouvoir prendre le temps justement de digérer tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Donc les réseaux sociaux ont un impact, et je pense qu'on est encore loin de mesurer l'impact que ça a sur nos psychés. Après, je pense qu'il faut quand même relativiser, c'est-à-dire que ce temps cadencé, ce temps très rythmé, ça fait quand même un petit moment que ça dure, et que on est dans des sociétés en fait qui sont régies par un principe économique qui s'appelle la croissance. Donc il faut toujours aller plus loin. Hein. La croissance, c'est vraiment ce temps linéaire. Il faut toujours aller plus loin, décrocher des points de croissance, etc. Et ça, c'est depuis l'après-guerre. Donc oui et non. Et dans le parallèle des réseaux sociaux, qui est pas forcément lié au temps, encore que le fait quand on vient d'avoir un enfant, le temps ralentit. Ça, moi, j'ai eu cette sensation-là que d'un coup, tout était plus lent, et que quand je mettais les pieds dehors, j'ai l'impression que c'était l'oppression totale, parce que tout allait vite, trop vite pour moi et mon nourrisson. Ouais. Et en même temps, quand j'ouvrais mon téléphone et que je regardais des gens que je suivais depuis longtemps, qui avaient des vies en dehors de la petite enfance, qui faisaient des choses géniales à mon sens, je me sentais en décalage de la lenteur de ma vie. Comment on gère quand on est jeune parent par rapport à ça? Tu conseillerais quoi? De tout fermer? De se dire que c'est qu'une période? Alors, c'est pas évident. Parce que quand on est jeune parent aujourd'hui, en Occident, on est quand même très seul. Donc, notre fenêtre de sociabilité, c'est les réseaux sociaux ou le travail. Et moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment de se faire un réseau social alternatif, des cercles de mères, des associations où on rencontre de jeunes parents et avec qui on peut peut-être se faire des amis, et avoir même une femme autour de soi sur laquelle on peut compter, qui vit la même chose que nous. Moi, je trouve que ça fait toute la différence.
parce que on peut échanger, on se comprend, on a le même horizon, on sait ce que c'est. Enfin, c'est drôle que tu me dises ça parce que moi, je me rappelle d'une conversation que j'avais eue avec une femme qui est devenue une amie parce qu'on a eu nos enfants à 2 mois d'écart, enfin mon fils, et elle m'avait dit oh là là, mais quand je regarde Facebook et je vois une telle qui fait ci, cela, moi ça me frustre énormément, et je la comprenais complètement. Et en fait, le fait qu'on puisse être ensemble et vivre la même chose, ça nous faisait du bien. Donc je pense que la piste, il y a une piste en tout cas autour de ça, et de recréer des réseaux de sociabilité de jeunes mères et de jeunes parents. La réciprocité dans ce qu'on vit à l'instant T. Et tu le dis, elles avaient 2 mois d'écart, donc rien que ça, c'est compliqué quand on vit quelque chose avec une amie qui a un enfant qui a 1 an de plus. Déjà, on est en décalage complet. Quelques semaines d'écart, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Pour pouvoir grandir en même temps en tant que parent et être confronté aux mêmes réalités. Parce que moi, j'avais vraiment cette sensation que le monde extérieur était un peu fou. Et moi, j'étais en décalage, et je me disais, mais c'est moi qui ai un problème, c'est quoi le souci, en fait, par rapport vraiment cette notion du temps. Je trouve qu'elle est très, très forte quand on devient parent. Aussi parce que j'admets, j'avais une vie à 1000 à l'heure. Je me souviens, pour ma première fille enceinte, j'avais été dans 7 pays différents, je prenais l'avion toutes les semaines. J'étais vraiment dans un truc, la roue du hamster, hein, ça s'arrêtait jamais. Donc, être confrontée au fait que, non, là, je peux pas retourner dans cette roue du hamster, j'ai pas envie d'ailleurs. C'est violent en fait, parce que c'est un peu l'entonnoir. En fait, toute la préparation avant à la parentalité, la société, c'est pas on nous, mais la société nous met pas dans les conditions pour ralentir. Non, et puis il y a le fait aussi qu'on soit obligé de retourner très vite au travail, hein. Donc et qui, en fait, toute cette dimension, toute cette singularité physiologique maternelle, hein, dont on parlait dans le mois d'or, mais aussi le temps de la petite enfance avec ses cycles, ses caps dont on parlait, c'est quelque chose qui n'est pas vu pour le moment. Et en fait, je pense que le jour où on prendra conscience que ce sont des espaces-temps particuliers, mais ça, il faut qu'on prenne collectivement cette conscience-là, et justement, ça permettra d'évoluer. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le temps... le monde peut sembler assez agressif lorsqu'on est une jeune maman, et d'autant plus qu'on a une conscience modifiée, en fait. Non, mais c'est vrai, on est dans un état de conscience modifiée, d'ouverture, on est complètement poreuse, donc c'est sûr que ce qui t'apparaissait avant comme normal, tu peux le ressentir comme une agression. Mais en même temps, c'est un cadeau énorme, parce que c'est un potentiel de créativité dingue. Moi, j'aimerais retourner en postpartum juste pour ça. Non, mais c'est vrai. Mais juste pour ça. Hein. Ouais. Mais vraiment, parce que on est entre deux mondes, en fait. On est entre 2 mondes, entre 2 temps. Comment est-ce qu'on change d'angle pour ne pas subir cet espace-temps qui est différent? Comment est-ce qu'on voit différemment nos rôles en tant que parents pour pas avoir la sensation qu'on fait rien? Tu le dis dans le livre, ça. Oui, bon, disons que mes humbles conseils, ce serait de ritualiser. C'est d'amener du rituel. Alors, c'est pas un rituel, c'est pas de la discipline, c'est vraiment l'idée d'apporter un peu de sacré dans nos journées. Le soir, ça peut être, il y a ce rituel, souvent on prend le bain, mais ça peut être d'allumer une bougie, ça peut être de se poser dans le salon et de ne rien faire, juste avec... de la musique, des mantras, ce qu'on aime, ce qui résonne pour nous. Moi, j'aime bien les mantras, mais on peut danser, voilà. Et je trouve que, essayer de ritualiser la journée, c'est quand même profondément apaisant, parce que les rituels, en fait, vont créer des cycles. Tu vois, toujours cette notion de cycle. Et en fait, la contradiction, elle vient du fait qu'on est dans ce temps lent, très très lent, et en même temps, on vit encore, parfois on est encore soumis à l'influence de ce temps rapide. Et donc, c'est une source de frustration et d'agacement et de difficulté. Alors que je pense que, accepter complètement, déjà commencer à accepter qu'on peut pas tout faire, accepter de ritualiser un peu sa journée en faisant en sorte, en créant des petits rituels à la maison, avec une bougie, avec des moments de massage avec son bébé, par exemple, des choses comme ça, et ça va venir aussi calmer notre temps. Et puis après, il y a aussi la prise de conscience, arriver à voir, et ça je trouve que il y a plein de parents qui sont passionnés par la pédagogie de leurs enfants. Et en fait, quand on est au contact d'un enfant, en tant que caregiver, on développe des compétences émotionnelles et sociales très fortes. Et ça, c'est important de s'en rappeler, en fait. Parce que se dire que oui, c'est difficile, mais en même temps, ce qu'on est en train de donner là, c'est quelque chose de
d'énorme en fait pour notre enfant, et que plus on donne, quelque part, plus il sera indépendant plus tard, plus il sera sécure, etc. En fait, c'est vraiment une fenêtre qui est particulière dans la vie. C'est un état de conscience modifié, et humainement, c'est extrêmement fort. Hein. Donc, on peut le ritualiser et puis simplement prendre conscience et développer ses compétences humaines. C'est une occasion d'évoluer en fait. Et dans le livre, tu le soulignes, c'est qu'on a cette sensation qu'on ne fait rien. Ouais. Alors que c'est primordial comme travail de fond pour en récolter des fruits pour plus tard, mais pour nos enfants, c'est pas du tout égoïste, c'est plutôt une partie de sacrifice quand même là-dedans, de se dire je prends du temps, je suis présente ou présent en fonction si on est père ou mère, parce que mon enfant le mérite aussi, parce que c'est ce dont il a besoin à ce moment-là de sa vie. Et que c'est pas indéfini. Ils n'ont pas autant besoin d'attention toute leur vie. Ouais. Oui. Heureusement. Mais ce que je te demande, en fait, c'est pourquoi on a cette sensation qu'on fait rien ? On a cette sensation qu'on fait rien parce que déjà, en fait, on est soumis socialement et économiquement parlant à une société qui est une société de consommation, qui est extrêmement matérialiste, dans laquelle ce qui prime, ça va être la production. Donc, il faut produire. Donc, tu vas produire un post Instagram comme on va produire une voiture ou un vêtement ou je ne sais quoi. Et du coup, on est soumis à ça, et ce qui va faire notre valeur, c'est ce qu'on possède. Donc forcément, quand on s'occupe d'un être, quand on est vraiment dans ce domaine de la présence, dans ce domaine, tu vois, moi je dis que c'est quasiment quelque chose de sacré, en fait. On est dans l'invisible. Et ben, on a l'impression effectivement qu'on ne fait pas grand-chose, alors que ce qu'on fait est complètement essentiel, parce que les gestes du soin vont construire l'enfant. Et aujourd'hui, on sait, grâce aux études, combien, bien même le fait de changer une couche en étant présent, en parlant à notre bébé, ça va développer chez lui des connexions neuronales, et ça va créer énormément de choses. Mais tout ça, ça se passe dans l'invisible. En fait, il y a vraiment cette dimension. C'est pas, que je te disais en début d'interview, c'est pas quantifiable. Et comme c'est pas quantifiable, on a l'impression qu'on ne fait rien, alors qu'en fait, on fait tout. Mais c'est pas facile quand la société entière te rend invisible. C'est ça. D'où l'idée de recontacter son pouvoir personnel. Tu évoques aussi dans ce livre la notion de guerre et... pas la notion, la guerre. Ouais. L'impact que les guerres, conflits au cours des siècles derniers, on parle pas juste de cette année-là, ont sur nos capacités de maternage, de parentalité, et surtout les conséquences que ça a eu sur les femmes et les enfants. Est-ce que tu peux nous expliquer, alors c'est assez long, mais ouais, tu peux nous résumer un peu ce que ça induit comme notion ? Tout à fait. Je pense qu'on mesure pas assez l'impact des guerres sur les systèmes familiaux et sociaux. Ce que j'explique, c'est que y a deux choses. C'est que en fait, lorsqu'il y a une guerre, les liens d'attachement sont fragilisés parce qu'il y a un risque énorme de mort et de disparition. Donc, s'il y a un lien d'attachement fragilisé, ça fait des enfants plus tard qui seront plus fragiles d'une certaine façon. Après, il y a des exemples de résilience extraordinaires. Ça, c'est la première chose. Le problème, c'est que ça peut créer des cycles, en fait, aussi des mécaniques de guerre qui se reproduisent, et on l'a vu, et je crois qu'on le voit jusqu'à encore aujourd'hui, combien les conflits du XXe siècle ont créé cette espèce de mécanique infernale et ont des conséquences, en fait, sur les systèmes familiaux, parce que malheureusement, le viol, c'est une arme de guerre, on ne peut pas se le cacher, c'est la réalité. Donc lorsqu'il y a viol, surtout à des époques où il n'y avait pas on parlait pas de psychologie, etc., ça crée des hontes et ça crée des sentiments qui sont refoulés, qui sont extrêmement nocifs. Les liens d'attachement, comme je te le disais, sont hyper fragilisés, et donc on rentre dans ce cycle où finalement le maternage n'est pas pris en compte. Et moi, ce que je voulais montrer à travers mon livre, c'est que le maternage, le care, le soin, c'est vraiment des dimensions qui ont été complètement occultées. Aujourd'hui, on est comme dans une fatalité en se disant l'homme a toujours fait la guerre. Même les tribus, il y a 2 millions d'années finalement, se faisaient la guerre. Nos ancêtres singes, etc., ils étaient en conflit, alors que ce dont on se rend compte, c'est que ce qui fait notre humanité, et d'ailleurs on le voit sur le plan anthropologique, c'est-à-dire que les premiers, la branche des singes qui sont nos ancêtres, elle se distingue par une caractéristique, c'est l'émotion. C'est la capacité à lire les émotions des autres, et notamment à travers le lien mère-enfant. Et aujourd'hui, et ça c'est ce qui soutient et c'est ce qui maintient en fait notre espèce humaine. Et aujourd'hui, tout ça est occulté par, malheureusement, il faut le reconnaître, des conflits qui ont été extrêmement meurtriers. Et pour que ces
conflit hyper meurtrier puisse avoir lieu, il faut que l'attention aux soins qu'a pu donner une mère ou un caregiver à son enfant ait été soit extrêmement fragilisée, soit très peu connue et valorisée, soit méprisée, en fait. Et pour faire, enfin, tu vois, la Première Guerre mondiale, par exemple, c'est quand même des jeunes de 18 ans qui sont partis au conflit. Moi, est-ce qu'aujourd'hui, j'accepterais que mon fils parte en guerre, là, d'ici 10 ans, parce qu'il a 8 ans aujourd'hui? Non, je refuserais en tant que caregiveuse, tu vois. Mais ça a été rendu possible par un contexte qui mettait en valeur, justement, la compétition, la peur, et qui a complètement occulté la notion de soin, en fait. Elles sont où les conséquences de notre société qui est post-Seconde Guerre mondiale? C'est encore aujourd'hui, en 2024, un héritage qu'on porte? Moi, je pense que oui. Alors, il y a des études qui peuvent suggérer que oui. Par exemple, j'en parle dans mon livre sur les soins portés pendant la guerre en Allemagne et avant et après, dans le rapport que les adultes avaient aux enfants. Il y a une femme qui s'appelle Johanna Harrer, qui est considérée comme médecin et pédagogue, mais qui préconisait en fait d'ignorer complètement son enfant tout au long de la journée, et que justement ces soins dont je te parlais, le fait de donner le bain, le fait de prendre soin, de donner à manger, de changer son bébé, devait être fait sans regarder l'enfant, en le touchant le moins possible, etc. Et en fait, les psychologues allemands se sont demandé dans les années 90 pourquoi ils avaient autant de consultations avec des personnes qui étaient très très déprimées, qui ne voulaient pas avoir d'enfants du tout, enfin, qui avaient des problèmes psychologiques qui étaient liés à la notion d'attachement. Et ils ont relié en fait le fait que c'était probablement à cause de cette pédagogie qui a vraiment essaimé, mais même bien après la guerre, parce que son livre s'est quand même vendu à 1 million d'exemplaires. Donc c'est quand même beaucoup. Et qui aurait entaché justement ce lien mère-bébé. Donc voilà. Après, il y a plusieurs dimensions. Ça, tu vois, c'est un exemple assez précis que je te donne. Mais sinon, le culte de la compétition, genre le nazisme, c'est quand même la compétition, c'est une race qui est supérieure aux autres, etc. Quand on est, par exemple, dans les années 50, alors c'est pas partout, il peut y avoir une grosse peur de la différence, une peur d'être moins bien. Enfin, par exemple, tu vois, nous aujourd'hui, on n'hésite pas à aller dire qu'on voit un psy, mais je veux dire, dans les années 50, 60, s'intéresser à son intériorité, c'était être un peu zinzin. Enfin, voilà, quand moi, si je parle à ma grand-mère d'aller voir un psy, elle va me regarder avec des grands yeux, mais elle est bizarre, etc. Donc en fait, il y a vraiment cette compétition. Voilà, moi je pense que la guerre, si tu veux, elle a donné comme conséquence aussi ce culte de elle est née avec la compétition, mais ce culte de la compétition, elle est toujours présent, et je pense qu'il fait beaucoup de mal justement aux donneurs de soins, aux enfants et aux personnes les plus vulnérables. Et puis tu l'expliques même, par exemple dans la Grèce antique, que le moins on donne d'amour et d'émotions d'attachement, le plus on fait des robots au final. C'est ça, on fait des guerriers. Ouais. Et donc ça sert la nation. C'est ça. Alors, en Grèce antique, ça servait la cité, et effectivement, dans la première moitié du XXe siècle, on fait des bébés pour servir la nation, parce que c'est de la future chair à canon. Donc, voilà. Bon, c'est très bien, puisque nous sommes en janvier 2024 et notre président Emmanuel Macron a fait un petit parallèle avec ce type de sémantique. Dans un discours qu'il a prononcé la semaine dernière, il a parlé de réarmement démographique. Ça t'évoque quoi ? Ça m'évoque évidemment la guerre. Moi, au-delà de l'injonction, l'injonction de l'État vis-à-vis des femmes, évidemment que c'est là et que l'État n'a pas à ingérer sur nos corps, mais moi, ce qui m'effraie, c'est vraiment justement ce terme de réarmement dans un contexte qui me rappelle des heures sombres, les heures de la guerre, et en même temps qui me surprend pas tellement, parce que je vais te dire pourquoi. Aujourd'hui, on est dans une guerre économique. Donc en fait, voilà, la guerre, effectivement, la deuxième guerre s'est terminée en 1945, mais a donné lieu aussi à une guerre économique. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on trempe là-dedans. Et un enfant ou un être humain, c'est un potentiel travailleur. Et on est toujours prisonnier de ce prisme-là. Et moi, j'invite Emmanuel Macron à regarder cette période de la petite enfance comme une fenêtre où on pourrait acquérir des compétences émotionnelles et humaines
qui nous permettrait de faire groupe, et de faire groupe non sur la peur, en fait, parce on fait groupe aujourd'hui. Enfin, mais c'est vrai que ce discours est quand même très déconnecté, parce que c'est comme s'il nous appelait à faire groupe contre le réarmement. Et puis, tu vois, on le voit dans les années 30, le fait d'avoir des enfants, c'était faire une nation plus forte, donc une nation qui sera à même de se défendre contre l'envahisseur. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Et moi, je pense qu'on peut aussi emprunter une autre voie, c'est la voie de la compétence émotionnelle, parce que l'intelligence émotionnelle, c'est une richesse. Il y a des psychologues américains qui en parlent, qui montrent à quel point une société, un groupe ne peut pas évoluer positivement sans compétence émotionnelle. Donc voilà, moi je trouve ça super d'avoir des enfants, mais surtout développons nos compétences émotionnelles et faisons de cette fenêtre de la petite enfance vraiment quelque chose de précieux, quelque chose de valorisé. Dans toute la première partie de ton livre, c'est vraiment une critique assez forte finalement aussi de la société dans laquelle on vit, qui ne met pas en valeur ces compétences émotionnelles et les super pouvoirs des parents, justement, dont tu parles. Tu fais une critique, ça va ensemble, je pense, du consumérisme, de l'individualisme, qui, au final, laisse les mères, surtout, de côté. Ouais, les caregivers. Et donc, ce serait quoi, pour toi, la solution, une solution majeure pour essayer d'inverser cette tendance-là? Est-ce que c'est possible aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit? Oui. Non, mais évidemment que c'est possible. C'est de l'espoir. Oui. Mais justement, en fait, tu vois, quand je te parle de nos compétences, etc., c'est vraiment pour prendre conscience à quel point, tu vois, quand je te parle de groupe, si on veut faire société et avoir un minimum d'harmonie entre nous, et ben justement, ces années-là sont fondamentales. Donc déjà, une reconnaissance de l'importance de ces années. Et je crois que, tu vois, il y a eu le rapport des 1000 jours, il y a des travaux de pédopsychiatres sur le sujet, il commence à y avoir des travaux aussi sur la santé et la vie des femmes. Donc ça, on le voit. Donc moi, je pense qu'il faudrait s'organiser collectivement pour reconnaître à leur juste valeur justement ces premières années, proposer non pas un congé de naissance, mais un travail, un temps d'apprentissage de nos compétences parentales, par exemple, justement pour créer ce lien d'attachement avec notre enfant et faire en sorte qu'il soit solide et pour créer des êtres humains aussi sécures. Alors, le lien d'attachement peut toujours aussi être réparé. Enfin, c'est pas parce que pendant les 6 premiers mois, ça se passe pas bien que, voilà, il y a des phases, des cycles. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est qu'on peut toujours développer des choses après. Mais moi, je pense que pendant les 3 premières années, il faudrait que ce soit un temps à part, que les femmes et les caregivers, donc aussi les conjoints, lorsqu'ils s'occupent de leurs enfants à temps plein, eh bien, soient rémunérés. Et en fait, il faudrait mettre des moyens autour de cette période-là et changer en fait notre représentation de la richesse, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la richesse seulement à partir du PIB, mais du produit intérieur brut, qui est toujours qui répond toujours à cette dynamique dont je te parlais, de ce qui se voit, etc., de la matière, mais à partir de notre être en fait, et des compétences humaines qu'on développe. Et dans les entreprises, c'est quelque chose qui existe déjà, tu vois. Enfin, l'intelligence émotionnelle, elle est très prise en compte, c'est hyper important. Oui, c'est drôle parce que parallèlement, dans la Startup Nation, si je reprends les mots du président, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on valorise énormément. Ce sont des compétences transversales qu'on recherche, qu'on met en valeur, mais on omet complètement que pour avoir ces compétences, il faut avoir pu bénéficier pendant la petite enfance d'un accompagnement adéquat. Et ouais, bien sûr, il faut avoir été quand même assez privilégié quelque part. Alors après, il y a des compétences qui se développent quand même, malgré tout, les enfants sont... Enfin, je pense qu'il y a vraiment des exemples de résilience très forts, mais... ça, il faut le voir, c'est important. Mais ça sort, en fait, si tu veux, je crois qu'il faudrait que nos gouvernants fassent un travail sur eux-mêmes et qu'on sorte du logiciel, du quantifiable, de la statistique, du numéro. Nos enfants et nous-mêmes, en tant que femmes, ne sommes pas des numéros, on n'est pas des pourcentages, pour s'intéresser justement à ce domaine, à cette dimension de l'être, de la présence, et de combien nos enfants nous appellent justement à cette présence auprès d'eux, et combien c'est ça qui va créer un support solide en fait. Mais pour ça, il faut changer de logiciel. Donc tu me demandais quelle était la solution. Je pense que d'abord, c'est de changer de logiciel de compréhension. Tu l'évoques aussi dans le livre que en tant que caregiver, en tant que parent, on est tellement happé par notre quotidien, on est tellement pris dans c'est un tourbillon, c'est quand même une machine à laver, malgré la beauté de ce que ça peut représenter. C'est quand même difficile, donc on n'est absolument pas présent sur le plan politique, ou en tout cas pas à la hauteur de ce qu'on devrait. Et donc toutes les décisions qui sont prises à Paris, en plus déconnectées un peu du reste de la France,
sont pas en la faveur des familles, puisqu'on n'est pas là pour porter notre voix. Donc comment on fait pour combattre le fait que ce soit très centré parisien, et ce n'est absolument pas une critique envers les Parisiens et Parisiennes qui nous écoutent, mais c'est vrai qu'il y a deux mondes. Il y a quand même le monde de Paris et il y a un peu le reste. Mon livre n'est pas un programme politique, c'est-à-dire que non, c'est vrai. j'ai pas la solution à tout, tu vois, mais parce que moi l'idée c'est vraiment de changer de logiciel pour justement prendre conscience de nos pouvoirs en tant que parents, de ce qu'on apporte. On a toujours en fait, tu vois, il y a cette fable de La Fontaine qui dit on a toujours besoin d'un plus petit que soi. On a toujours besoin de quelqu'un qui nous aide, qui va être là un peu en coulisses et qui va nous soutenir, et qui est souvent malheureusement un caregiver qui est pas très bien payé, qui est pas très bien reconnu. Et tous ces politiques, en fait, dont on parle, ou même la capacité aujourd'hui aussi à faire carrière, elle est sous-tendue par le fait qu'il y ait des personnes qui s'occupent de nos enfants et qui sont très peu valorisées, qui malheureusement peuvent pas développer beaucoup de compétences aussi sur le plan pédagogique, humain, parce que il y a des formations, mais pas énormément. Donc l'idée, c'est de voir aussi que on est un tout, en fait, et qu'on dépend vraiment les uns des autres, on dépend de ces caregivers, c'est très important. Désolée, je suis un peu perdue. Non, je t'ai posé une question aussi un peu avec plein de tiroirs. Oui, il y a beaucoup de tiroirs. Il y a beaucoup de tiroirs. Mais c'est vrai que, tu vois, nous, en tant que parents, on a un pouvoir, on le sait, mais sauf qu'on est préoccupé par le care. On est dans cette machine à laver dont je parlais. En plus, beaucoup de décisions sont prises à Paris, un peu déconnectées de ce qu'on peut vivre si on ne vit pas à Paris. Ouais. Donc, comment... Je sais, t'as raison, ton livre n'est pas un guide manuel avec un programme politique, mais est-ce que tu penses que c'est faisable d'un jour arriver à mobiliser cette masse, parce qu'on est beaucoup de parents, et d'avoir une voix, et de décentraliser cette vision parisienne? Ouais, alors cette vision parisienne dont tu parles, moi je la connais, je l'ai connue aussi, et c'est pour ça que j'ai quitté Paris. Parce que, en fait, ce qui va compter à la fin de notre vie, est-ce que ce sera les pouvoirs qu'on aura eus, ou est-ce que ce sera la présence donnée? Et la présence donnée, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que c'est l'empreinte qu'on va laisser à nos enfants. Et moi, j'ai connu de nombreuses personnes ultra privilégiées qui n'avaient pas reçu ce don de leurs parents, parce que leurs parents étaient occupés économiquement à gagner de l'argent et à se faire une place de pouvoir. Alors c'est honorable, pourquoi pas? Le problème, c'est que ça a des conséquences énormes en fait sur le bien-être, sur le développement de l'enfant et sur le développement de l'adulte plus tard. Donc comment on fait? Moi, j'ai envie de te dire, je pense qu'il faut qu'on prenne confiance en nous, déjà, en ce qu'on fait, qu'on arrête de penser qu'on fait rien. On fait pas rien. Ce qu'on fait, c'est énorme. Mais rien que de le savoir, déjà, tu vois, si tu l'intègres, déjà, tu commences à le dire. Et rien que ça, moi, je crois vraiment à la parole, au fait de dire les choses et de changer une culture, en fait, grâce à ça. Et je pense que le rôle de parent, c'est le plus difficile et c'est aussi celui qui aura le plus d'impact. Parce que quand on est parent, on joue sur l'avenir, en fait. Quelque part, tu vois, tu me parlais du temps et du fait que tu avais l'impression que tu ne faisais rien et que finalement, d'autres font des choses fantastiques autour de toi. Moi, depuis que je suis devenue parent, j'ai l'impression que ce qui se joue à l'extérieur, c'est soit un grand théâtre ou parfois quelque chose d'un peu déjà passé, en fait. On est sur des problématiques qui peuvent nous paraître très actuelles, avec d'une actualité accrue ou aiguë, mais en fait, moi, je me dis que quand j'agis avec mes enfants, j'agis sur le futur, en fait, et que ce monde-là, il est déjà un peu passé. Et que dans le fait de tout ce que je vais faire avec mes enfants, et attention, je suis loin d'être une mère parfaite, mais bon, dans tout ce que j'essaye, en tout cas, de donner en termes de présence, etc., je sais que ça va avoir un impact positif sur l'avenir. Donc, quelque part, nous, on est dans l'avenir, et parfois, le monde extérieur est déjà dans le passé. Comme quand tu regardes les étoiles. Ouais, c'est ça. Ma question par rapport à ça, et j'entends tout à fait ce que tu dis, c'est comment on ne surcharge pas les femmes avec cette pression-là, parce que ça tombe beaucoup sur les épaules des femmes, de donner de leur temps, de peut-être sacrifier une partie de leur carrière, ça dépend comment on le voit évidemment, mais dans la société dans laquelle on vit, est-ce que c'est possible de pas avoir ce sentiment de s'être fait avoir un peu?
soit je prends soin de mes enfants et je suis vraiment présente, mais en même temps, je peux pas avoir la carrière que je veux. Ou soit j'ai décidé d'avoir une super carrière, mais je sais que je fais un peu une impasse sur mon temps de présence avec mes enfants. Comment on fait pour pas comment on fait? On essaye de se rapprocher de ses valeurs, les valeurs qui sont importantes pour nous. Je crois que c'est ça qui compte. C'est quelles sont nos valeurs. Et j'en parle dans mon livre, mais de toutes les femmes qui choisissent un chemin différent, d'ailleurs comme toi aussi, enfin même si tu continues le sport, mais qui font évoluer leur métier en fait. Et qui, pour être plus proches de leurs enfants, et dans ce sens-là, ça me paraît s'inscrire dans une certaine cohérence, et c'est plus facile à vivre. Le fait d'être maître de ses horaires, maître de son métier, d'avoir personne au-dessus de soi qui nous met une pression, c'est déjà un grand pas, même s'il n'est pas évident et que être entrepreneur, c'est pas toujours simple, c'est déjà beaucoup. Ensuite, quand je te parlais de changer son logiciel, on n'est pas obligé de tout faire non plus. On n'est pas obligé d'avoir une maison tout le temps nickel. Et notre capacité à performer ne fait pas notre valeur. Ça, c'est important. Parce qu'on pense, en tant que femme, justement, qu'il faut qu'on réussisse sur le plan pro, sur la maison soit parfaite, les enfants aillent super bien tout le temps, etc. Enfin, voilà, que tout soit parfait. Et on pense que tout dépend de nous et de nos épaules. Donc ça, c'est le côté superwoman, c'est le côté aussi très bonne élève, le syndrome de la bonne élève. Moi, je pense que on en avait déjà parlé, mais l'importance d'être soutenue aussi pour pouvoir justement se déployer dans ces sphères dont tu parles sans frustration. Personnellement, tu vois, là, depuis 2-3 ans, au niveau du mois d'or, ça marche très bien. Mais c'est parce qu'il y a 3 ans, j'étais en plein confinement. On était entre tous les confinements. Et moi, j'étais avec 2 enfants en bas âge, avec un conjoint qui était absent le samedi, qui était aussi absent pendant la semaine. J'arrivais à rien développer, à rien faire. Donc, ça me crée une frustration terrible. Et à un moment, je lui ai dit, écoute, on va prendre quelqu'un qui va venir, ce qu'on appelle un workaway. Alors, c'est pas une jeune fille au pair. C'est quelqu'un c'est en général des jeunes qui viennent, qui sont en voyage et qui ont envie de visiter un pays et qui viennent, ou aussi qui ont envie d'aider, en fait. Donc, il y a encore des gens qui ont envie d'aider aujourd'hui, c'est important. Et qui viennent nous soutenir 1 mois, 2 mois. Mais pour ça, en fait, je me suis battue. C'est-à-dire qu'avec mon conjoint, on a eu des discussions vraiment salées, où je lui ai dit, écoute, ça va être comme ça, et toi, ton besoin de rentrer et d'être tranquille chez toi, je suis désolée, mais ça va pas être possible pendant un temps, parce que moi, j'ai besoin de me développer, et j'ai besoin de développer des choses. Donc, faut accepter d'être soutenue, de pas être parfaite, et puis en tant que femme, faut aussi se battre, en fait. Moi, je m'en suis vraiment rendu compte, et j'ai jamais accepté que mon conjoint, aussi féministe qu'il soit, etc., me dise non, moi je veux personne, alors qu'il est absent, tu vois. Il travaille, etc. Non, c'est pas possible. Donc, puis moi, j'ai personne dans ma région sur le plan familial. Et ça a tout changé, en fait. Parce que j'ai pu travailler le mercredi après-midi. Le soir, je rentrais. Alors, tout le monde peut pas le faire, je suis d'accord, parce qu'on n'a pas tous une pièce chez soi pour accueillir, etc. Mais la notion que je veux mettre en avant, c'est qu'il faut pas trop subir et essayer des nouvelles choses, faire un pas de côté pour pouvoir se déployer. Mais en fait, il faut sortir des cases. Et cette notion d'être soutenu. Ouais. Si c'est pas les grands-parents, si c'est pas la famille proche, les amis, c'est de pouvoir avoir accès à autre chose. Mais tu le dis, c'est un privilège dans cette société-là. Parce que ça veut dire qu'il faut avoir des finances en plus d'une chambre, et que c'est malheureusement pas donné à tous. Mais c'est aussi un état d'esprit, c'est-à-dire je pense que moi je l'ai été aussi, de me dire je dois tout faire et je vais tout faire et je vais couler toute seule. Mais c'est moi qui aurais fait. C'est dur aussi ça, de se sortir, comme tu dis, faire un pas de côté de cette spirale-là. Oui, parce que pour être soutenue, il faut faire un pas de côté d'abord. Il faut accepter qu'on n'est pas toute puissante. Alors moi, les personnes qui venaient à la maison n'étaient pas rémunérées, c'était vraiment un échange. C'était gîte et couvert et lavage et machine à laver contre des services, en fait. Donc c'était vraiment génial. Mais t'as une pièce à Mais j'ai une pièce, ouais. Mais on a réduit le salon pour pouvoir accueillir. Alors au départ, on voulait accueillir notre famille, c'était l'idée de cette pièce. Et puis très vite, c'est devenu une pièce pour nos workaway. Moi, ça a changé le game, en fait. Ça a tout changé pour moi. Mais c'est vrai qu'il faut pouvoir sortir de ça et
Il faut accepter de penser autrement. Ouais. Et encore une fois, comme tu le dis dans le mois d'or, tout ça s'organise aussi en amont un petit peu. Même si quand on est face à la réalité, il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte qu'on n'avait pas anticipé avant, parce que ça bouscule de devenir parent, c'est sûr. Alors la deuxième partie de ton livre est plus, pas plus joyeuse, mais tu donnes des pistes pour pouvoir développer ces super pouvoirs, parce que vraiment j'aimerais qu'on revienne sur cette notion-là, qu'être parent, c'est quand même... Moi, perso, j'ai la sensation qu'on a plus de pouvoir en étant parent qu'en votant. Malheureusement. Alors, je suis tellement pour la démocratie et que les gens aillent voter. Vous avez quand même ce pouvoir-là. Mais en étant parent, comme tu dis, on est dans le futur, on élève la société de demain. Est-ce que tu peux nous parler des 5 grands secrets de soins que tu mentionnes dans le livre ? Ouais. Alors, ces grandes compétences s'appellent... donc, la première, c'est la coopération. C'est la capacité à coopérer. Et ça, on s'en rend compte quand on crée une famille, c'est qu'il va falloir sérieusement coopérer avec ses enfants, mais aussi avec les autres adultes autour de nous. Et ça, c'est un enjeu énorme. Et en fait, dans les tribus, les tribus donc, qui datent d'environ avant 11 000 avant Jésus-Christ, et donc avant la sédentarisation, eh bien, elles se caractérisaient par cette capacité aiguë à coopérer. Et donc coopérer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire comprendre ce que veut l'autre, ça veut dire savoir communiquer, savoir comprendre les messages et les signaux faibles. Et pour ça demande d'avoir une bonne connaissance de soi-même déjà et de ses propres émotions. Donc c'est un sacré travail. Ça commence par un travail sur soi, parce que pour connaître l'autre, il faut se connaître soi-même. Donc pour se connaître soi-même, déjà il faut accepter... que notre image, l'image qu'on projette à l'extérieur, eh bien, n'est pas la seule image, qu'il se passe plein de choses à l'intérieur, qu'on est traversé par même l'influence de nos parents, nos grands-parents, nos aïeux. Il y a énormément de choses qui se jouent en fait pendant cette période. Et donc la coopération va permettre des rapports et des liens plus aigus en fait entre les membres du groupe, donc les membres de la famille. Et ça, c'est très 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 important. Et ça, c'est un enjeu, en fait, tu vois, si on veut décloisonner toutes ces tâches qui sont malheureusement encore très assignées aux mères, eh ben, il faut qu'on apprenne à coopérer, en fait. C'est vraiment une invitation à ça, à revenir à ça, et des deux côtés, hein, enfin... Accepter que l'autre ne fasse pas comme on a forcément envie. Quand un soir, moi, j'ai déjà prévu des brocolis et que mon compagnon apporte des pizzas, tu vois, je me dis, bon, mince, les enfants n'ont pas mangé de légumes depuis 3 jours, ça va pas et tout. Et en fait, tant pis, j'accepte. Merci d'avoir apporté la pizza, c'est gentil. C'est universel, cette... Ah ouais. Voilà, de pas faire de remarques, de se retenir. Enfin voilà, la coopération, je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est vaste. Ensuite, coopérer, ça veut dire aussi être empathique. Ça, c'est la deuxième compétence. Et je t'en parlais tout à l'heure. L'empathie, c'est le cœur de notre humanité. Et notre travail en tant que parents, ça va être d'humaniser. On va humaniser sans cesse. En fait, c'est toujours l'humanisation. Et donc l'empathie, eh bien, elle vient du fait de justement de discerner les états émotionnels, les sentiments d'un être en face de nous. Et c'est grâce à cette empathie que justement on progresse et on arrive à résoudre des problématiques. Quand un petit bébé s'agite, on va essayer de comprendre en fait, essayer donc d'observer son visage, d'observer ses mouvements pour essayer de comprendre de quoi il souffre. Et ça, c'est vraiment le cœur de notre humanité, c'est-à-dire que les mamans singes, au moment où cette espèce de singes sont devenus nos ancêtres, eh bien, ça fait vraiment partie de leurs caractéristiques. C'est cette capacité à voir, à regarder ce qui se passe chez le bébé ou chez le petit enfant. Donc l'empathie, hyper importante. Ensuite, la patience. Donc là, c'est vraiment la qualité qui est la plus fragilisée dans notre société, étant donné qu'on veut tout vite. Et que d'autant plus, tu vois, avec les téléphones, les applications, on a l'habitude de l'immédiateté aujourd'hui, on ne supporte plus attendre. Et vraiment, l'enfant, c'est le temps long, c'est les saisons, les cycles. Et donc, il va falloir apprendre à patienter parce que lui, il est en plein développement. Et justement, la douceur, ça va être d'arriver à pouvoir l'accompagner là-dedans. On en revient toujours à cette notion du temps, hein.
qui est là. Hein. Ouais. Elle est tout le temps présente dans tout ton livre. Et dans, les choses seraient tellement plus faciles si on avait plus de temps. Enfin, vraiment. Enfin, tu vois, moi, je sens mon niveau d'anxiété, justement, qui diminue quand je sens que j'ai le temps. Enfin, là, je l'ai vu pendant les vacances de Noël, j'ai eu le temps. Puis là, ça y est, la roue est repartie, on repart en avant. Et j'ai quand même le sentiment qu'il y a des sociétés, comme notamment les sociétés scandinaves, alors je sais pas si c'est lié à la présence de la neige ou qui peut-être apaise, mais tu vois, où il y a quand même plus de temps. Un peu plus. C'est ça. Moi qui ai vécu dans le Minnesota où il fait nuit à 4 heures, enfin même 3h30, où il fait moins 40 l'hiver, bah oui, t'es un peu invité à hiberner et à être moins dans cette qu'apporte le soleil et l'été quand même. Enfin, et ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Hein. Moi, j'ai ressenti, c'est sûr. Ouais, je comprends. Ouais, bah, c'est intéressant. Hein. Oui, donc le temps et donc la patience. Voilà. Alors, du coup, on a dit. Donc, coopération, empathie, patience. Et 4e, tendresse. Donc la tendresse, bah justement, c'est la capacité. Alors toutes ces qualités, hein, ces compétences, elles se croisent, hein, elles se superposent entre elles. Et donc la tendresse, bah, c'est justement la capacité à s'ouvrir en fait à l'autre sans volonté. C'est-à-dire sans plaquer nos idées, sans plaquer ce qu'on voudrait qu'il soit, sans même parfois plaquer ce qu'on voudrait qu'il apprenne ou dire mais non mais c'est comme ci, c'est pas comme ça. Et voilà, dès que l'enfant ouvre la bouche, essayer de l'éduquer sans arrêt, vraiment être dans cette tendresse en fait de l'enfant tel qu'il est. Et puis la dernière, alors elle est très importante, c'est l'attention. Liée au temps. Voilà. Et tu vois, pour être tendre, il faut aussi avoir du temps, je trouve. Parce que quand on est beaucoup pris dans cette roue, on est dans la vitesse, bah, on devient un peu brutal, je trouve. Alors que quand on prend le temps, c'est magnifique en fait. On acquiert justement une qualité de présence qui nous rend plus doux, plus ouverts. Et donc c'est lié à cette attention. La capacité à être attentif. Et alors ça, c'est pas une capacité, c'est un état d'être en fait. Et l'attention, alors ça, c'est vraiment l'or gris de notre société en 2024. C'est-à-dire que tout le monde se bat, enfin les sociétés se battent pour capter notre attention. Donc notre téléphone, la télé, et on a toujours, en fait, c'est comme si on avait une petite voix qui nous disait c'est plus intéressant ailleurs. Il y a toujours quelque chose de plus. Et moi-même, tu vois, je vais sur mon téléphone à rechercher peut-être l'info. Enfin, je sais pas ce que je recherche en fait. Et on va être vite happé. Alors que ce qui se joue avec notre enfant, notre bébé, et c'est pour ça qu'il faut apprendre aussi à voir avec d'autres lunettes et à rentrer dans ce moment présent, et ben c'est merveilleux. Et tu l'as sans doute remarqué avec tes enfants, enfin dès que tu joues avec eux, comme ça les rend heureux. Voilà, dès qu'on les regarde, qu'on les écoute, ils sont fous de joie, et parce qu'ils ont besoin de cette présence. Et pourquoi moi j'en parle aussi, parce que j'ai 36 ans, mais je suis quand même une enfant aussi au départ, et quand on a des parents qui travaillent beaucoup, etc., bah, on a soif de cette présence. Donc voilà, moi je parle aussi à travers l'enfant que j'ai été. Et donc la présence, c'est vital, enfin c'est ce qui reste même après notre mort. Donc bon, je mets beaucoup d'enjeux, mais je vais pas mettre trop de pression, mais c'est important. Bah, comme tu dis, nos enfants sont en compétition avec des entreprises multimilliardaires qui se battent pour avoir la nôtre, pour engranger de l'argent. Donc nos enfants, ils sont perdants si nous, on n'est pas capable de mettre des limites claires avec notre rapport au téléphone, avec notre rapport au travail, avec la télé ou autres sollicitations. Je blâme personne, c'est très dur. On est coincés entre les deux et c'est nos enfants qui en souffrent, nous aussi par un ricochet évidemment. Et je trouve intéressant parce que à la base, je pense pas si les gens savent que t'es pas forcément le mois d'or, tu es maman médite sur les réseaux sociaux, donc tu parles beaucoup de méditation. Moi, je sais que je t'ai connue d'abord parce que je lisais le magazine dans lequel tu écrivais dans le magazine de yoga. Ouais. Et est-ce que ça, apprendre à méditer, modifie notre rapport au temps? Est-ce que ça nous aide dans la pleine conscience et donc dans la présence à nos enfants? Ouais, totalement. Parce que méditer, c'est un immense soulagement en fait. Quand on arrive à un niveau, voilà, vraiment méditer, hein, pas méditer mais méditer pour relâcher. Donc pas méditer pour des bénéfices, mais vraiment méditer pour dire ok, tout va bien maintenant. En fait, je suis en sécurité, je suis en paix. L'endroit où je suis est pacifié. Je suis bien chez moi. Tu vois, j'apprends à regarder autour de moi, j'apprends à regarder l'autre.
Et déjà, ça c'est un grand pas de fait en fait. La méditation apprend à être présent et elle apprend à être présent à soi-même. Et en étant présent à soi-même, en fait, on va développer une conscience de soi et cette conscience de soi, elle va nous permettre de mieux voir nous ce qui nous traverse, donc nos émotions. Et elle va nous permettre justement d'avoir cette distance vis-à-vis de nous-mêmes et donc d'avoir plus d'espace dans notre rapport à l'autre et notamment aux enfants. Donc moi, je trouve ça très important, génial. C'est un outil que tu recommandes, c'est ça que je veux dire, pour sortir de cette roue du hamster. Ouais, tout à fait, ouais. Après, j'ai conscience aussi qu'avec 2 ou 3 enfants, avec un enfant, je pense que ça passe encore. 2-3 enfants, ça peut être compliqué, surtout les premières années. Okay. Moi, là, tu vois, je m'y remets beaucoup parce que mes enfants sont plus autonomes. Mais les premières années, c'était quand même compliqué. Mais là où c'était très riche pour moi, c'est que j'avais médité avant mes accouchements, et que à un moment, je méditais tous les jours. Donc, ça m'a permis quand même d'avoir cette distance et même, je dirais, cette sensibilité à ce qui se joue en postpartum. Tu l'évoques dans le livre que... On va terminer sur ça, sur le fait que toute l'industrie, parce que c'est quand même une industrie du développement personnel, joue sur le fait d'être un meilleur parent, d'être dans la performance, mais surtout, en règle générale, oublie la réalité du parent qui n'a pas le temps de se penser, de réfléchir à lui-même. Et j'avoue que moi-même, je fais des épisodes sur ça, mais je parle jamais d'être une meilleure version de soi, mais plutôt d'être aligné avec qui on est à l'instant T. Ouais. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai trouvé que c'était... Tous les conseils qu'on nous donnait, j'étais là, mais jamais de la vie, je me lève à 6h du mat ou à 5h du mat, alors j'ai pas dormi de la nuit, ou j'ai le temps de me poser 10 minutes le matin. Moi, le matin, ma fille, elle dort déjà sur moi, elle me hurle dessus, donc je n'ai pas de respiration. Ouais. Donc, est-ce qu'il faut considérer que c'est un espace-temps où, là, on peut pas, et on prendra du temps pour nous après, ou est-ce que tu penses qu'il y a des ajustements à faire et qu'on peut faire pour prendre soin de soi, parce que tu parles beaucoup de ce truc-là où on a une injonction à prendre soin de nous. Ouais, tout à fait. Moi, je pense que il faut prendre soin des mères. À l'inverse, en fait. Ouais. Ça doit venir de l'extérieur pour une fois. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, j'en parle, mais tous les caregivers, toutes les mères, les pères, les conjoints devraient pouvoir se faire masser. Toutes les semaines, tous les mois. Mais c'est très physique, quand même, un petit bébé. Ou même un enfant en bas âge. Donc, je crois que pendant cette période, c'est plutôt aux autres de prendre soin des parents. C'est pour ça que je critique un peu le développement personnel, même s'il y a du développement personnel aussi dans mon livre, mais qui est traité, qui est vu sous un autre angle, je pense. Et la méditation, pendant les premières années, effectivement, se lever, comme tu le dis, très tôt, c'est juste pas possible. Donc, voilà, ce qui compte, c'est de dormir. C'est la qualité de sommeil. Donc, je pense qu'il faut prendre soin des mères et soin des parents pendant ces premières années. D'enlever le poids des épaules des parents et de se dire qu'ils doivent être soutenus pour ensuite pouvoir prendre soin d'eux. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que c'est très injonctif de dire prenez soin de vous, prends soin de toi. Ouais, mais quand en fait? Comment? Et comment? Quand et comment? En fait, après moi, il n'y a plus personne. Donc si je veux, je sais pas, aller me promener, en fait, je peux pas. Parce que je suis toujours avec mon enfant. Alors, on adore les enfants, mais n'empêche que ça change complètement le rapport au corps, le rapport à soi, et que c'est pas facile. Et qu'on devrait quand même pouvoir compter de temps en temps sur ce que j'appelle dans le livre les allo-parents. C'est les parents... Soit les grands-parents, voilà. Qui font partie du cercle proche et qui ont une influence. Ça se passe bien, bénéfique. Oui. Voilà, il faut avoir des rapports. D'où, tu vois, toutes ces questions de coopération, de capacité à coopérer, de capacité à être attentif, etc. Parce que il faut des personnes autour de nous qui soient quand même attentives à elles-mêmes pour pouvoir être attentives aux enfants. Donc, avec qui on s'entend bien et qui a un rapport positif. Mais ça fait une société, tout ça. C'est ce qui permet d'avoir une société qui est vivante. Et c'est vrai que moi, je regrette, par exemple, que le temps de travail ait été allongé au niveau des retraites, parce que c'est des bras en moins pour s'occuper des enfants. Oui, c'est une des conséquences à laquelle on pense pas. Ben non, parce que on occulte le care et l'être. Et je rebondis pour finir sur ce que tu dis sur le prenez soin de vous. Moi, je termine toujours mon podcast en disant prenez soin de vous. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Mais sans réaliser que c'est pas toujours possible et c'est ok. Mais juste d'avoir cette notion
que vous êtes aussi importante, en fait, Bien ou sûr. important que tout ce que vous faites au quotidien pour les autres. C'est plus aussi ça dans ma dimension de Bien sûr, prenez soin de vous. bien sûr. Mais j'entends ce que tu dis, tu vois, ça me fait réfléchir maintenant. Je vais peut-être changer. Non, mais ça dépend de l'intention aussi derrière. Et quand tu le dis, moi, je trouve que c'est justement quelque chose de très positif. Et parce que t'as différents prenez soin de vous. Mais prends soin de toi. Enfin, comme si c'était, voilà, mais tais-toi. Enfin, comme si on te demandait de te taire. Et là, toi, au contraire, c'est dans une démarche, une dynamique. Donc, moi, j'ai jamais pris comme ça. Mais c'est vrai que souvent, on a l'impression que on essaie de nous faire, quand une mère parle de son quotidien, on essaie un peu de la réduire au silence, en fait. Oui. Donc, et aujourd'hui, l'injonction à être zen, à prendre soin de toi, mais tu te prends trop la tête, non mais t'es trop stressé. C'est le nouveau, bon, tais-toi, en fait. Sois zen, ça va. Ouais, c'est ça. Donc c'est nier la réalité de ce que vit la personne. Ouais. Bon, on a des pistes. Va falloir que tu codifies un nouveau logiciel pour nous le donner. Ok, je bosse sur un programme. Parce qu'on a bien compris qu'il va falloir changer notre façon de penser le monde, en fait. Et que c'est un grand défi. Mais ça revient avec plein d'autres réalités. Hein. C'est pas que la parentalité, on le sait aujourd'hui. Ouais. Beaucoup de défis nous attendent. Et c'est pas simple d'être parent dans le monde d'aujourd'hui. Il y a beaucoup plus d'injonctions, de pression et de peur qui nous envahissent quotidiennement, comme tu dis. Et donc, bravo à vous de tenir la barre si vous êtes parents et que vous êtes là et que vous êtes optimiste. Parce qu'il faut être optimiste, sinon on changera pas les choses. Mais oui. Donc, merci à toi d'avoir écrit ce livre. Je vous recommande vraiment Le Mois d'Or. Et parce que même si ça vous concerne pas vous, ça concernera peut-être une amie. Tout à fait. Tu le dis dans le livre et je l'ai vécu moi-même que avant d'avoir des enfants, on était des bonnes égoïstes, égocentriques qui ne se sont pas occupés comme il fallait de nos proches qui ont eu des enfants. Donc maintenant, on peut changer ça. Et c'est pas toujours facile, hein, je le dis. Et en tout cas, ce livre, donc, Les incroyables pouvoirs de la parentalité, ça redonne une autre perspective sur ce que ça veut dire être parent, que ce n'est pas un métier vain et que c'est primordial. Oui. Est-ce que tu veux dire un dernier truc ? Bravo pour ce que vous faites. Merci pour cette conclusion, Clémentine, que je trouve super. Et merci, vraiment, merci aux parents. Et j'espère que ce livre vous plaira. Merci Céline. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.